Et on a calé... Pardon, merci Elodie. enregistrement lancé. Merci Elodie. Donc ce webinaire était à la demande de la collectivité Sorgue du Comtat, et ce qui nous donne l'occasion de prévoir un temps de présentation à tous les restaurateurs du territoire régional, de la filière hôtellerie-restauration. On a calé les deux dates des webinaires qui seront identiques avec seulement des témoignages un peu différents pendant la fête des sols vivants, qui est un événement tout public pour évoquer le lien entre les matières organiques et la préservation des sols. Hop, hop. Donc, je laisse la parole à Stéphanie. Tout d'abord, bonjour à toutes et tous. Merci d'être présents à ce webinaire. On est ravis de vous accueillir pour ce temps un petit peu d'information qu'on espère riche en échanges. D'ailleurs, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le fil de discussion, comme ça on pourra y répondre à la fin de la présentation. On a de la chance d'être accompagné par ce webinaire par le réseau Compost Citoyen, par la région Sud. On va avoir aussi 2 prestataires de collecte de déchets alimentaires, UCA et Ventoux Compost. Et puis un petit témoignage de Lamine Galou de l'hôtel de Crillon-le-Brave qui va pouvoir nous partager un petit peu son expérience en termes de collecte des biodéchets. Donc pour vous faire un petit peu un rappel sur le contexte, donc on a souhaité faire ce webinaire pour vraiment vous partager des informations clés liées aux déchets alimentaires résultant de l'activité, de votre activité de restaurateur, en abordant la réglementation, les enjeux associés et puis les solutions que vous pourrez retrouver sur notre territoire. Donc les Sorgues du Comtat, c'est une agglomération composée de 5 communes regroupant un peu plus de 52 000 habitants et c'est un territoire mixte à dominante urbaine. L'agglomération, elle est compétente pour collecter divers types de déchets. Morgane, si tu veux passer à la slide suivante, merci. Mais aujourd'hui, on va s'attarder sur les déchets ménagers et assimilés. Donc, il s'agit des déchets produits par les ménages et produits par les activités économiques, mais collectés dans les mêmes conditions que les déchets ménagers. Il faut savoir qu'en PACA, 40% de ces déchets ménagers assimilés sont des déchets provenant d'activités économiques. Donc, c'est quand même un chiffre assez important. Si on fait un petit peu plus un focus sur notre territoire, en 2024, il y avait 733 de kilos de déchets ménagers assimilés par habitant, ce qui est un chiffre assez important puisqu'à titre de comparaison, en PACA, on est plutôt sur 696 kilos, ce qui est encore au-dessus de la moyenne nationale. Et ce qu'il faut aussi signifier, c'est que ces déchets ménagers, ils sont composés d'un tiers par des biodéchets, sachant que les biodéchets ils sont constitués principalement d'eau. Je ne sais pas si vous le savez, mais les déchets ménagers assimilés, aussi appelés ordures ménagères, sont incinérés. Donc bon, c'est un petit peu un non-sens. Et c'est pour ça qu'on a tout intérêt à réduire nos quantités d'ordures ménagères. Quelle est la destination? Quel est l'incinérateur sur votre territoire qui Ils accueille sont envoyés à Veuden, au Sidamra. Voilà. Et concernant le financement du service collecte et traitement des déchets sur notre territoire, actuellement, c'est la taxe d'enlèvement des ordures ménagères qui est en vigueur aussi bien pour les professionnels que pour les particuliers. Mais il existe un autre système de financement pour les professionnels qui est la redevance spéciale. Donc, il n'est pas mis en place sur notre territoire à ce jour. Mais c'est un système qui, en fait, la taxe est calculée par rapport à la quantité de déchets produites, donc vraiment au service rendu. Et donc, on peut se dire que trier les biodéchets et tous les autres déchets induits par l'activité économique pourrait permettre une réduction de cette redevance spéciale. Voilà, je vais laisser Marine continuer pour la réglementation. Donc Marine Alix, chargée de mission économie circulaire et déchets à la région Sud. Bonjour à tous. Et du coup, voilà, on va faire un petit focus sur l'aspect réglementaire. Je vais essayer d'être brève, mais vous n'hésitez pas à m'interrompre si c'est pas clair. Euh, donc déjà, pour voilà, qu'on se mette d'accord sur ce dont on parle, les biodéchets, c'est vraiment juste les déchets de cuisine et de table et les déchets verts.
Le tri de ces biodéchets pour les professionnels, il s'est mis en place de manière progressive depuis 2012. Donc, on a une série de lois qui vont de 2012 à 2024. Et à 2024, il est généralisé à l'ensemble du territoire et à tous les producteurs, sachant que pour les ménages, on considère que c'est les collectivités qui sont les productrices, mais que les déchets professionnels restent de la responsabilité des producteurs. Donc, avant de passer précisément à la question, je voulais quand même vous dire où est-ce qu'on en était en région, puisque le tri à la source des biodéchets, la valorisation, c'est un des objectifs de la planification régionale, puisqu'on est quand même censé collecter ou sortir des OM, enfin des ordures ménagères, 40 kilos par an et par habitant. Donc en région, aujourd'hui, il y a quand même 90% des collectivités qui ont engagé une stratégie, largement financée par l'ADEME et par la région. Et en termes de collecte, il y a de la collecte sur Toulon, sur Toulon et sur Aix-Marseille. Toutes les collectivités ont des systèmes mixtes, c'est-à-dire qu'on va avoir soit compostage domestique et compostage collectif, soit compostage domestique plus compostage collectif plus collecte. La seule collectivité qui fasse exception, elle est sur le Rhodanien, c'est la communauté de communes Aigues-Ouvès qui est passée en 100% collecte. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'en fait, plus le déchet coûte cher, plus les territoires sont réactifs. Et on a aussi vu apparaître au cours des dernières années, et je pense que c'est important de le savoir, un petit peu des systèmes hybrides ou des nouveautés. Donc, il y a eu les composteurs glutables, il y a des micro-plateformes de compostage, il y a des caissons d'hygiénisation, de la microméthanisation. Donc, on voit qu'on est quand même sur une dynamique où il y a des nouveaux produits, des nouveaux marchés, etc. L'enjeu important pour la région, c'est vraiment de continuer le déploiement, de faire adhérer tout le monde, aussi bien les touristes, les petits producteurs, les grands ensembles, etc. De faire émerger, notamment sur les zones métropolitaines, des solutions de traitement à grande échelle, parce que c'est là vraiment qu'on a un problème au niveau régional, c'est qu'il y a extrêmement peu de solutions de traitement et finalement, vous avez de la chance sur votre territoire d'avoir au moins 2 acteurs. Et enfin, voilà, l'enjeu, c'est aussi pour nous d'évaluer l'impact des projets menés, le suivi des quantités triées, taux de couverture de la population, etc. Mais ça, c'est peut-être pas votre premier sujet. Donc, pour revenir aux petits producteurs, donc qui on appelle petit producteur, c'est quand on produit moins de 5 tonnes de biodéchets par an. En déchets, il y a vraiment une notion qu'il faut connaître, c'est que chacun est responsable de sa production. Pour les ménages, je l'ai dit, c'est la collectivité, mais chaque petite entreprise, chaque administration, chaque acteur doit prendre en charge ses déchets, c'est-à-dire savoir où ils vont, qu'est-ce qui se passe, et en principe, payer pour eux. Alors, dans beaucoup d'endroits encore, notamment en région sud, il n'y a pas de redevance spéciale, mais il y a énormément d'endroits où c'est déjà le cas et effectivement, ça a un impact important sur le tri à la source. Alors, sur les très petits producteurs, ils peuvent être en dessous des seuils définis par le règlement de la redevance spéciale. Cependant, il faut quand même travailler pour que les déchets produits, notamment les biodéchets, soient extraits des ordures ménagères résiduelles. Et du coup, voilà, notamment pour atteindre cet objectif qui est celui de la planification régionale, de trier plus de 450 000 tonnes de biodéchets dès 2025. Alors, je vous dis tout de suite, on n'y est pas du tout, soit environ 40 kilos par an et par habitant. Et en fait, c'est vrai que c'est sur cette région en particulier un gros défi, puisqu'on a une moyenne sur une analyse des caractérisations faites par les collectivités entre 2020 et 2023, on retrouve environ 106 kilos de biodéchets par an et par habitant dans les poubelles. Alors que la moyenne française, elle s'établit à 83 kilos par an et par habitant. Donc, pour le tri des déchets alimentaires des professionnels, quelles sont les règles à suivre, hein? C'est les mêmes que pour tout producteur de déchets. La première, c'est vraiment la question de la réduction. En fait, on ne peut pas parler de biodéchets sans parler de lutte contre le gaspillage alimentaire. Et ça, peu importe qu'on soit producteur, transformateur, voilà, c'est toujours une question sur laquelle il faut s'interroger. Ensuite, il faut trier les biodéchets et ensuite, il faut les valoriser. Donc, soit sur place avec du compostage en établissement, soit sur une plateforme agréée, que ce soit en compostage ou en méthanisation. Ce qu'il faut retenir, c'est que les déchets de cuisine et de table sont systématiquement considérés comme des sous-produits animaux de catégorie 3. C'est-à-dire que même une pelure de carotte, en fait, comme il y a eu le risque qu'elle ait été en contact avec de la viande, des œufs, etc., elle est de toute façon considérée SPAN C3. Donc, il ne faut jamais tenir le raisonnement de se dire « Ah, mais moi, ce que j'ai, c'est que végétal ».
Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, sur ces déchets s'applique une législation particulière qu'il faut respecter. J'ai mis le lien, vous l'aurez, je le trouve extrêmement bien fait. C'est le guide de l'ADEME sur le tri à la source des biodéchets des professionnels. Il est plein de conseils et de solutions. Donc vraiment, je vous conseille de le consulter. Alors, pour finir, qu'est-ce que, d'un point de vue réglementaire, il faudrait retenir sur les obligations qui s'imposent en matière de tri à la source des biodéchets? Alors, pour le compostage en établissement, déjà, il y a un seuil qui doit être d'1 tonne par semaine de déchets alimentaires. Euh, Vous trouverez, si jamais pour vous c'est flou, vous trouverez dans le guide des solutions justement pour évaluer le tonnage que vous pouvez produire. Ces sites de compostage en établissement, il faut qu'ils soient suivis par une personne formée, donc guide composteur ou maître composteur. Après, bah, pour le coup, le RCC a énormément d'acteurs en mesure de vous aider là-dessus. Il faut un suivi régulier de la température et il faut vraiment avoir en tête que le compostage en établissement, comme le compostage de proximité, ça ne produit pas du compost. Ça produit des matières compostées, mais qui ne sont pas normées et du coup, il y a des limitations sur l'utilisation. Donc, soit, voilà, ça doit être utilisé plutôt en proximité, ça ne doit pas être vendu, etc. C'est intéressant si vous avez un espace où les mettre, en fait, ces matières compostées. Voilà. En ce qui concerne les obligations sur la collecte séparée, alors l'obligation la plus contraignante, c'est que cette collecte, elle doit être à minima hebdomadaire. Elle doit être faite dans des contenants étanches et couverts. Il doit y avoir une traçabilité, savoir d'où viennent les déchets, où ils vont et dans quelle quantité. Et la valorisation de ces déchets doit se faire dans des unités de compostage ou de méthanisation qui disposent d'un agrément sanitaire. Voilà, j'ai fini. Je vous ai mis les ressources à la fin, sachant voilà, les acteurs clés, c'est avant tout les collectivités de votre territoire, hein, parce qu'en principe, elles connaissent la réglementation et elles doivent pouvoir vous accompagner. Il y a les associations régionales comme le réseau Compost Citoyen. Il y a aussi le GRES et sur le gaspillage alimentaire, il y a aussi le Régalim. Et puis, j'ai mis quelques sites sur lesquels vous retrouverez ces éléments. Voilà, merci à vous. S'il y a des questions, vous me dites. Oui, notez les questions dans le chat et on y répond à la fin. Merci, Marine. Je continue avec un petit topo du réseau Compas Citoyen régional. Donc, je suis Morgane. On a Elodie qui est là, notre animatrice réseau qui compile les questions et Pascal qui va présenter une des solutions de proximité. Donc, vite fait, le réseau Compas Citoyen ou RCC est d'abord un réseau national qui a à peu près 15 ans d'activité et d'expertise, plus de 1000 adhérents dans toute la France et des réseaux régionaux qui se sont constitués au fil du temps. Tous ces réseaux régionaux sont des associations loi 1901. On travaille ensemble en partenariat pour partager nos objectifs et nos outils. Et aussi du budget pour pouvoir notamment, par exemple, mettre à disposition des outils à disposition des différents acteurs, que sont les collectivités ou les autres professionnels qui œuvrent dans l'accompagnement. Donc, nos dadas, c'est réduire d'abord le gaspillage alimentaire pour réduire cette production de déchets alimentaires, composter à proximité les biodéchets et valoriser sur place les ressources du jardin qui sont les déchets verts, la partie déchets verts des biodéchets, pour éviter d'avoir à les transporter en déchetterie ou sur un autre site de valorisation. Les missions du réseau national, c'est pas mal de plaidoyer pour faire bouger les choses, faire avancer cette filière, des partenariats au niveau national avec d'autres réseaux. C'est le RCC national qui porte et qui valorise toutes les formations guides et maîtres composteurs dont tu as parlé, Marine. Bien sûr, on travaille ensemble donc avec tout un tas de groupes de travail pour tout un tas de sujets. Chaque année, il y a un séminaire qui a lieu dans une région différente. En fin d'année, ça sera sur Marseille, fin novembre. Et on organise deux quinzaines, plutôt axées grand public, mais au final, tout public, tous au compost, qui a 12 ou 13 ans maintenant, et la fête du sol vivant, qui en est à sa troisième année, je crois, à l'automne. Quelques outils assez chouettes quand on est adhérent, c'est qu'on a accès, bon, il y a déjà un annuaire, des acteurs, des organismes de formation,
ça librement accessible à tous. Des cartographies, notamment Géocompost, qui a pour vocation à terme de répertorier tous les sites de compostage partagés, autonomes du territoire. Et le plus du RCC, à mon sens, c'est le forum et aussi un mail où l'on peut poser nos questions réglementaires, le mail qui est en dessous du mot FAQ, forum questions. Donc le forum rassemble tous les plus de 1000 adhérents. Si j'ai un problème sur mon territoire, je peux poser la question dans ce forum et avoir les avis et les retours d'expérience d'autres acteurs, d'autres collectivités. Ce que l'on défend, bah, ce sont des solutions plutôt légères, adaptables, réversibles, économes et surtout humaines. Basé sur l'investissement humain, oui, c'est un peu le point à améliorer. Donc, on compte sur l'engagement des citoyens et le rapprochement avec la collectivité aussi. Ces outils légers et adaptables, on englobe ça sous une démarche plutôt low-tech, le moins de technologie possible et le plus d'expertise humaine. La réduction de l'empreinte carbone, parce que quand on valorise au plus proche le biodéchet, on évite de générer du transport et des émissions de gaz à effet de serre. Le développement du territoire, parce qu'en effet, quand on a besoin de compétences, ben, on a besoin de personnes. Donc ces formations guides et maîtres sont maintenant un peu la règle dans toutes les collectivités. Donc ça crée des métiers et parfois des vocations. Et en tout dernier, bien sûr, ce compost produit, il a pour objet, dans nos grandes valeurs, de retourner au sol et de nourrir les sols qui sont bien détériorés, hein. L'Europe estime que 65% de nos sols sont en mauvais état. Et en point final, cette filière de la prévention gestion de proximité, PG-Prox, ou compostage citoyen, ben, c'est un peu le monde des déchets, mais à la lisière avec le monde du vivant et le monde du social. Donc une filière un petit peu à part. En PACA, voilà, on est créé depuis fin 2018. On a pas loin de 80 adhérents, un conseil d'administration collégial et 2 salariés qui œuvrent à animer et coordonner tout ça. On est subventionné par l'ADEME et la région PACA. Et tout ça, ce sont nos actions, diffuser les meilleures pratiques, savoir un peu ce qui se fait ailleurs, favoriser les retours d'expérience, mobiliser différents acteurs en organisant des journées techniques, par exemple, des journées apprenantes, accompagner le développement du compostage de proximité dans les collectivités. Il y a un grand projet démarche qualité qui est encore en cours. Bien sûr, tout ça pour développer la filière et que là où c'est possible, on composte dans la proximité. Et avec bien sûr un travail d'animation, de travail en réseau collégial. Et puis ces petits logos sont les quelques les choses les plus visibles de notre réseau, avec un petit focus sur le petit badge rond site vitrine qui vise à labelliser des sites de compostage de proximité assez exemplaires, où tout est coché au niveau réglementaire et qui viserait à pouvoir être visité pour inciter à faire de même ailleurs. Quelques dates à venir, vous aurez ce diaporama, donc vous pourrez le consulter un peu mieux. Mais demain, il y a une journée technique dans le Vaucluse, à l'Île-sur-la-Sorgue, où là, ben, collectivités, citoyens, professionnels se rencontrent et échangent sur divers sujets. Vous trouverez le programme et éventuellement pouvoir vous inscrire encore. Il reste peut-être quelques petites places. Et fin d'année, comme je vous disais, l'événement dans notre région, c'est l'accueil du séminaire national que l'on a renommé Université d'automne sur Marseille du 25 au 27 novembre. Et donc, on a forcément une page agenda que vous pourrez consulter pour d'autres événements, notamment les rencontres départementales qui sont au plus proche de nos territoires ou qui sont ouvertes à tous, pas seulement aux membres. Mais l'idée, c'est de connaître un peu ce qu'est le réseau, rencontrer ses membres et travailler la coopération. Je fais une petite compilation des données du secteur hôtellerie, restauration en région PACA. Et donc, ce secteur-là produirait, selon l'ORDEC, en 2023, 85 000 tonnes par an de biodéchets alimentaires. Soit pas loin de 40% de tous les biodéchets produits par le secteur des gros producteurs en région. Donc, ce n'est pas un secteur à négliger. Donc, peut-être il faut poursuivre les accompagnements.
Ce secteur hôtellerie-restauration, ça représente 12 000 établissements, 7 300 et quelques restaurants traditionnels qu'on appelle la restauration commerciale. Dans le petit encart en bas à gauche, quelques données issues de différentes analyses et études de l'ADEME, de la CCI dans le 06. Les biodéchets, le gisement moyen de déchets alimentaires en restauration commerciale, c'est environ 70 repas par jour. Ça représente à l'année 3 à 6 tonnes. Donc on reste globalement dans la catégorie petits producteurs dont nous a parlé Marine, avec une moyenne de 140 grammes de reste d'assiette par repas, ce qui peut peut-être permettre à chacun d'estimer, hein, je sers X repas par jour. En moyenne, ça risque de me faire combien et par jour, et puis j'extrapole à l'année. La CCI des Alpes-Maritimes a fait une petite étude. Voilà, eux, ils en étaient à 3,6 kilos par jour par restaurant, tout DCT confondu. Donc, ça peut vous donner quelques données pour anticiper vos actions à mettre en place. Et il y a aussi, dans le cadre de cette même étude de la CCI, des pratiques aussi de réduction. Donc, de la production de biodéchets, ce qui n'est pas consommé, l'est par le personnel. Certains animaux domestiques sont nourris par ces restes. Et bien sûr, il n'y a que les animaux domestiques qui peuvent en bénéficier. Il y a une réglementation aussi là-dessus. Je vous invite à aller la chercher auprès des préfectures. Le dispositif connu un peu de tous, Too Good To Go, où je revends des denrées à moindre coût et des dons à des associations, bien sûr des dons mangeables, si je puis dire, et non pas compostables. Euh, Le document édité par l'ADEME en 2022, qui est tout en bas, qui s'appelle Coût de gestion des déchets alimentaires des producteurs non ménagers, nous disait que pour les petits producteurs, donc à gauche, la gestion de proximité a plus de sens parce qu'elle est moins coûteuse et elle est gérable. Ça peut se faire. C'est assez facile à mettre en place. Et dès qu'on dépasse un certain tonnage, il est plus à même de se tourner vers la collecte et donc de trouver un prestataire qui va venir, comme au sein de l'hôtel Le Crayon, collecter de façon régulière les biodéchets de l'établissement. Je vous laisserai prendre connaissance des éléments plus détaillés une fois la slide partagée. Et donc, on va vous présenter les quelques solutions qui s'offrent à vous, restaurateurs. Donc, on peut s'équiper de bacs de compostage. On peut s'équiper aussi de notre type de bacs qui sont des composteurs rotatifs, manuels, non électrifiés. On peut utiliser son site domestique aussi, en fonction des quantités, bien sûr, quand on reste un petit producteur. On peut déposer les biodéchets de son restaurant dans des composteurs partagés. Parfois, toujours quand on est quand on reste petit producteur. On peut utiliser des PAV de sa collectivité à destination des ménages, toujours qu'en étant petit producteur et quand là on s'assimile aux déchets ménagers. Et enfin, trouver son prestataire quand les tonnages sont trop importants et se faire collecter en direct, en porte-à-porte, on pourrait dire. Et en image, certains restaurants voilà, s'équipent petit à petit de composteurs à La Réunion, dans le Lot, tout en bas dans les Hautes-Alpes, donc dans différents endroits, que ce soit ruraux ou semi-ruraux. Des logements aussi accueillant du public, des scolaires, comme la maison familiale de la Société des eaux de Marseille, qui a été accompagnée par le Briançonnais. Donc à chaque fois, vous voyez que ces établissements sont accompagnés par leur collectivité pour une chose ou une autre, pas une totalité, puisque ce n'est pas une compétence obligatoire, mais certaines collectivités ont choisi d'intégrer ces établissements dans leur politique de développement du compostage. Euh, des éléments de collecte doivent vous permettre de collecter ces biodéchets. Donc, on a des petits bioseaux comme des plus gros, et puis quelques outils qui apparaissent au milieu avec de quoi brasser les matières, un brasse-compost, une fourche ou un aérateur. Avoir accès à l'eau dans notre région PACA, ça peut être intéressant pour pas que le processus de compostage s'arrête.
contrôler les températures et s'équiper d'un outil qui peut aussi éventuellement réduire en plus petits morceaux les résidus de préparation, comme les trognons et autres gros morceaux. Et là, je vais laisser la parole à Pascal, qui nous présente une autre solution de compostage de proximité, non pas avec des composteurs en bac, mais plutôt avec ce genre d'équipement. Oui, Pascal. bonjour à tous. Donc Pascal Revalier, je suis donc directeur d'une société qui s'appelle Composter et aussi élu au conseil d'administration du RCC PACA. Donc là, je vous présente deux solutions de compostage de proximité avec des composteurs rotatifs manuels. Ces composteurs sont vraiment des produits qui sont commercialisés dans des établissements de restauration, dans des écoles, dans des campings, dans des hôtels-restaurants. Ce qu'il faut bien voir avec ce type de composteur, c'est que bien sûr, euh, il faut avoir de la place. Il faut avoir de la place parce qu'il faut avoir l'endroit pour le poser, mais aussi l'endroit pour stocker des broyats et l'usage du compost. C'est quand même la base. S'il n'y a pas tout ça, c'est beaucoup plus compliqué et il vaut mieux aller vers d'autres solutions. Donc, première solution, le petit composteur qui fait 35 kg jour. Vous voyez sur la photo, il a deux compartiments. On met la matière à composter dans un des compartiments. On referme l'ensemble. On fait tourner, j'ai oublié de vous dire, on rajoute du broyat, bien sûr, avec les biodéchets. On fait tourner de quelques tours et c'est tout ce qu'il y a à faire. Au bout d'un mois, le premier compartiment va être plein. On va arrêter de le remplir. On va passer au deuxième compartiment. On fait exactement la même chose. C'est-à-dire qu'après chaque apport, on met du broyat. On fait tourner de deux tours. Ce qui fait qu'au bout de 2 mois, le bac est plein. Et là, on va vider simplement par gravité ce qui est contenu dans le premier compartiment qui va être composté, qu'on va mettre de côté dans un bac ou en tas, et il va continuer sa maturation tranquillement. L'autre composteur à côté est un composteur également manuel, de plus grande capacité, puisqu'il est capable de faire jusqu'à 150 kg, non pas... ce qui est indiqué là, c'est par jour et c'est par semaine. Donc là, il y a une erreur sur le document. C'est 150 kg semaine. Ce qui nous fait bien, par contre, là c'est correct, pour le petit composteur 1,8 tonne et pour l'autre 7,8 tonnes, là ça marche. La différence entre les deux, c'est qu'on va remplir par l'espèce de petite cheminée que vous voyez en haut, et on va le remplir tous les jours avec donc la même chose, le compostage, ce qui est à composter et du broyat. Et on va tourner de quelques tours de manivelle là. À l'intérieur, il y a une sorte de griffe sans fin qui va faire progresser à l'intérieur du composteur toute cette matière qui va se composter au fur et à mesure et elle va s'écouler au final dans un bac qu'on va mettre derrière. Voilà. Tous les deux, comme vous le voyez, c'est des procédés extrêmement simples, mécaniquement très très sûrs. Ces produits, on les distribue depuis longtemps maintenant, sans aucune difficulté, sans aucune, comment dire, de maintenance nécessaire. Vraiment, c'est un produit assez facile d'usage. On m'a demandé d'aller très vite, c'est pour ça que je vais parler un peu vite peut-être, mais c'est avec plaisir, je reviens vers vous s'il y a la moindre question. Oui, les contacts de Pascal sont sur la slide RCC. Ensuite, on peut, et c'est le cas, on a eu un échange sur le forum du RCC national, d'un restaurateur qui dit ben, moi, je ramène mes biodéchets, les biodéchets de mon restaurant, les restes d'assiettes, les restes de préparation chez moi et je composte. Donc, c'est possible quand on reste dans la tranche des petits producteurs. Ça serait impossible logistiquement de rapporter à son domicile 200 kilos par jour, vous le comprenez. Donc il y a ce petit bioseau, on est dans le cadre de petites quantités et le gérant du restaurant étant la personne qui composte, ça le fait. Avec les échanges préalables que j'ai eu avec Marine de la région, on était OK.
là-dessus. On peut également apporter, quand on est petit producteur, assimilé au ménage, apporter ses restes du jour sur un site de compostage partagé. Bien sûr, il faut toujours respecter les consignes émises par la collectivité et inscrites sur les bacs de compostage. On entend par là consignes, carnet, autorisé ou pas, même si tout ce qui est issu du vivant se composte. Euh, on peut enfin utiliser les bandes de collecte. Alors, il y a deux types de bandes de collecte, les plus classiques et celles-ci, les plus novatrices, comme a évoqué Marine, qui sont des composteurs grutables, ici déployés sur la communauté de communes du Briançonnais. On a un bac de dépôt, vous voyez, sur la gauche, un bac de broyat au milieu et un bac de maturation. Donc, les transferts sont opérés par les agents techniques de la collectivité et habitants et assimilés déposent dans le bac de dépôt leurs restes alimentaires et ajoutent la dose nécessaire de broyat. Et le reste est opéré par la collectivité, toujours le respect des consignes inscrites sur les sites de compostage à respecter. Et enfin, la collecte déployée pour les ménages par les collectivités sur leur territoire peuvent aussi servir aux petits producteurs de la restauration commerciale. Donc, on a sur la ligne du haut, si vous voulez, à gauche, ce qui est déployé sur la métropole Aix-Marseille, par exemple, avec au milieu une photo à Aubagne, où ce point de collecte biodéchets est apposé à côté d'un PAV. Et sur la droite, la collectivité Aigues-Ouvès qui ne fait que de la collecte, donc de la collecte enterrée de biodéchets. Et sur le bas, d'autres systèmes déployés dans d'autres territoires en dehors de notre région, dans le sud-ouest, avec des plus gros bacs de collecte. Au milieu, j'ai oublié où c'était, mais avec un système à badge, donc là où je dois avoir ma carte qui ouvre la borne. Et puis sur Paris, avec ce camion qui collecte des quantités supérieures. Et enfin, quand on dépasse un certain seuil, on se tourne vers un prestataire de collecte, donc en porte-à-porte, et avoir avec ce prestataire les éléments à aborder ensemble. C'est-à-dire que alors, ce prestataire doit avoir un agrément sanitaire puisqu'il transporte les biodéchets d'un autre producteur vers un site de valorisation. Bien sûr, nous, on prend le compostage, mais la méthanisation est l'autre forme de valorisation. Bien sûr, pas de mélange avec les déchets de station d'épuration n'est autorisé. Les biodéchets ne doivent pas être mélangés avec les déchets de steppe. Certains collecteurs mettent à disposition ou louent leur matériel de collecte. Il faut toutefois pour l'établissement, le restaurant, investir dans un matériel de pré-collecte qui va se situer dans les cuisines, dans l'espace déchets. La fréquence est à définir avec le prestataire en fonction de votre production. Et puis un tarif est établi soit à la tonne, soit au passage, donc au nombre de passages par semaine, soit au type de contenant collecté qui varie selon le volume. Je vous ai mis en bas deux réseaux à découvrir qui ne sont pas le nôtre, le RCC, pas le RCC, mais le réseau Cycle Organique qui rassemble tous les collecteurs à mobilité douce et plutôt les collecteurs à vélo, donc avec une petite image d'un vélo en cours de collecte, et le réseau Compost In Situ qui rassemble d'autres professionnels de la collecte avec un lien eux aussi direct avec le milieu agricole et la production de territoire. On a l'honneur de vous présenter cette cartographie tout récemment faite par le GRS, cette association qui se trouve à Aubagne. Donc voilà, vous pourrez la consulter et elle sera mise bientôt en lien sur le site de l'Ordec. Et on en vient au collecteur du territoire Sorgue du Comtat et je laisse la parole à Michael pour sa présentation. Et Hugo. Et Hugo, Bonjour. ah voilà, on ne l'avait pas vu tout à l'heure. Bonjour Hugo. J'étais en train de bosser. Bonjour à tout le monde. Rapidement, ravi d'être là et de pouvoir présenter les solutions de collecte et valorisation sur le territoire et d'en faire partie avec Michael. UCA, c'est tout simple, c'est Hugo et Mika. Voilà, comme ça tout le monde est au courant. Faut voir sur la jolie photo à quel point
Voilà, ça nous ressemble bien. On est créé depuis février 2024 et première collecte effective le 15 mai 2024, donc un peu plus d'un an et demi maintenant qu'on est installé sur le territoire. Et voilà, qu'on s'occupe du CHR comme vous l'avez montré tout à l'heure et tout ce qui va être également cantine et restauration collective. Donc voilà, de la plus petite école maternelle jusqu'aux gros hôpitaux ou EHPAD. Et on fait la sensibilisation, la collecte et la valorisation de tous les déchets alimentaires, donc tout DCT, SPAN C3 et végétaux également, et un petit peu d'agroalimentaire. J'entends quelqu'un qui parle derrière, je sais pas si. Ah, Mhm. je sais pas qui c'est qui parle, mais on entend un petit peu, mais pas assez fort, je crois. C'était une question ou... Non, peut-être pas. Non, peut-être pas. Ok. Compilez vos questions, Euh, on les traitera après. Allez-y. ça marche. Et après, pour compléter ce que dit Hugo, bah, du coup, moi, enchanté, c'est Michael Gates, associé d'Hugo et meilleur ami aussi, voilà, depuis 10 ans. On avait à cœur de faire quelque chose sur le territoire qui a du sens. Et surtout, quand on s'est lancé sur ce projet-là, on s'est rendu compte que quand la loi elle est passée, il n'y avait pas forcément d'accompagnement au-delà du RCC, etc. Mais il n'y avait pas un réel accompagnement sur la réglementation, sur tout ce que les producteurs de biodéchets pouvaient faire et comment ils devaient le mettre en place. C'est pourquoi on avait à cœur de le mettre en place chez les producteurs de biodéchets, donc chez les restaurants, de manière clé en main. Donc l'objectif, c'est de mettre à disposition, nous, chez nos professionnels avec qui on travaille, tout le service de A à Z. L'objectif, c'est qu'il n'ait aucun surcoût par rapport au coût de notre service. Donc, il n'a pas de contenant supplémentaire à acheter, il n'a pas de signalétique à acheter, il n'a pas, voilà, tous ces aspects-là liés au tri des biodéchets. Nous, on s'en occupe de A à Z et on fait enfin, on travaille avec chaque producteur un peu sur mesure. Voilà, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a réussi à bien se développer sur le Vaucluse et à pouvoir un peu rayonner sur tout le Vaucluse parce qu'on est à l'écoute de chaque producteur de biodéchets et on essaie de toujours trouver la solution la plus adaptée. On travaille beaucoup avec les petits producteurs du centre-ville de l'Île-sur-la-Sorgue, notamment par rapport au levier économique de la redevance spéciale dont vous parliez tout à l'heure. Donc, par exemple, sur les chansons, même si ce n'est pas sur les sorgues du Comtat, on a de nombreux restaurateurs qui se sont lancés voilà, maintenant dans le tri des biodéchets. Des restaurateurs qui font entre 3 tonnes à 10 tonnes par an de biodéchets, ce qui commence à être quand même assez important pour des restaurateurs purs. Petit et moyen producteur, petit et moyen. Voilà, c'est vrai que sur des restaurants qui fonctionnent bien, surtout dans la région touristique, enfin, vu l'afflux touristique qu'on a chez nous en région, on a quand même, on peut avoir quand même de jolis établissements qui ont des quantités de déchets quand même super élevées. Et c'était super important de pouvoir et leur desservir un service, leur donner un service qui soit adéquat, aussi les arranger eux sur notamment les nombres de fréquences de passage, parce que ça peut être compliqué de pouvoir passer au-dessus de 3 fois par semaine ou au-dessus de 2 fois par semaine parfois dans les centres-villes. Et il y a certains acteurs et certains restaurateurs qui le demandent parce qu'ils n'ont pas le choix, notamment en termes de stock, en termes d'emplacement, et notamment aussi selon les contenants auxquels ils ont le droit. Par exemple, petit exemple sur l'île sur la Sorgue, les restaurateurs n'ont pas du tout le droit d'avoir une poubelle 120 litres en dehors enfin, sur l'espace public. Donc voilà, on a dû trouver de manière différente des espaces de stockage, des petites révisions de PMS, plan de maîtrise sanitaire à l'intérieur de leur établissement, pour que tout se fasse dans les règles de l'art proprement et que ça puisse les arranger au maximum, surtout. Voilà. Et après, pour compléter ce que dit Hugo par rapport à la partie sanitaire, voilà, nous, on avait à cœur, dès le début de notre activité en 2024, de pouvoir être agréé avant le démarrage de notre activité. C'est pourquoi on a fait appel au service sanitaire vétérinaire du coup, de la DTPP 84 Vaucluse, qui, du coup, est l'instance qui nous permet d'être en activité aujourd'hui et de pouvoir composter en bout de champ agricole comme on le fait aujourd'hui, puisqu'on n'a pas précisé, mais nous, on travaille sur un bout de champ agricole, on a 2500 mètres carrés de terrain. On a imaginé tout un processus sur une surface non bétonnée qui a été validé par les instances. Et voilà, aujourd'hui, on a obtenu notre agrément définitif en septembre de cette année. Ah Et ouais. aujourd'hui, voilà, on est en cap. Voilà. Aujourd'hui, on a la possibilité de pouvoir traiter jusqu'à 750 tonnes de biodéchets sur notre installation avant de normalement dépasser les seuils. Et donc, normalement, franchement, trouver un autre site. Et aujourd'hui, on a encore de la place. On a encore de la place pour s'en du compte s'ils veulent s'y mettre pour n'importe qui. Et voilà, vous avez en photo ici à peu près, on va dire, les trois étapes les plus essentielles que nous on mène
sur notre champ. La première, c'est le tri et le surtri. Premièrement, parce que même si on met la sensibilisation en avant et qu'on amène ça chez les professionnels, on travaille aussi avec des particuliers et parfois c'est là qu'on a le plus de refus de tri en général. On a la chance de avoir pris le service du côté de la vision en premier de la sensibilisation. Ça nous permet que chez nos restaurateurs, on a très peu de refus de tri quand même. Très très peu. On est enfin, très en dessous des 3%, donc c'est pas mal. Ça nous aide, nous, dans notre travail énormément. Et puis derrière, comme on a l'objectif de redistribuer le compost, en tout cas l'amendement directement aux agriculteurs du territoire, forcément le tri, c'est la première, le surtri, c'est la première étape la plus importante. Et derrière, en tout dernier, vous avez aussi le lavage des bacs, qui est super important, surtout dans notre métier, qui se fait quasiment pas en OMR, mais qui se fait beaucoup chez les biodéchets. On travaille en échange de bacs, donc on vient récupérer les bacs ou alors les seaux pleins et sales, entre guillemets, chez les restaurateurs. On leur remplace directement par des vides. Voilà. Donc, à 2 fois jusqu'à 3 fois par semaine ou 1 fois par semaine. Et ce qui permet d'avoir un service lié aux déchets un peu plus propre que les autres. Voilà, ça évite de récupérer toujours une poubelle et d'avoir toujours une poubelle sale tout le long de l'année. Exact, et l'objectif, c'est aussi de pouvoir travailler en vrac, puisqu'on est sur du biodéchet. Tout à l'heure, vous parliez d'incinération et d'enfouissement. Ce qui est l'avantage avec les biodéchets, c'est qu'il n'y a pas besoin de sacs pour pouvoir faire du compostage, et même c'est préférable de ne pas en avoir. Même des sacs compostables, nous, on préfère Mm. pas les prendre. On Surtout préfère pas. en tout cas mettre en place le processus et le service sans les sacs, Mhm. parce que derrière, même si les sacs sont dits compostables, on retrouve toujours, sinon, en maturation, des sacs qui vont pas se décomposer, qui vont même mettre parfois 6 mois, 1 an à se décomposer. Et on a cette volonté-là d'avoir vraiment un compost brut, sans refus. Et même si c'est dit compostable, nous, on n'est pas fan de cette idée-là d'utiliser des sacs compostables. Et on le préconise pas. Voilà. Voilà. Merci, Michael et Hugo. Je vous coupe Merci parce à que vous vous. avez dit l'essentiel. Ça C'est marche. exact. Merci. Allez, je passe la parole à Francis. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Francis Gutiérrez, cofondateur de Vente Compost. Difficile de passer derrière après l'entreprise Yuka, puisqu'on fait exactement la même chose au niveau collecte. Vente Compost est né d'une rencontre entre Isabeau et moi-même lors de la période du Covid. Et Isabeau, en 2019, avait déjà créé Cyclo Compost, où elle collectait en vélo-remorque les biodéchets sur la ville d'Avignon, en intramuros, pour valoriser ces biodéchets en compost. Donc, nous avons décidé ensemble de créer cette société pour apporter une solution vraiment à tout type d'entreprise, y compris les restaurateurs. Et nous avons donc décidé en janvier 2023 de démarrer les collectes, mais également la mise en place d'aires de compostage en entreprise, là où c'était possible de le faire, puisque nous sommes également membres du réseau Compost Citoyen PACA. Et voilà, après au niveau de la collecte, l'idéal c'est... on peut changer de slide? Bien sûr. Après, c'est difficile de passer après UCAR, parce que le principe reste le même. Donc, nous nous déplaçons chez vous pour vous rencontrer, pour définir ensemble le nombre de passages de collecte par semaine. On s'adapte en fonction des saisonnalités. Donc, nous collectons directement en vrac également les biodéchets, tout type de biodéchets, y compris coquillages, os. Et nous faisons la valorisation de ces biodéchets sur notre plateforme située sur Vedène. Donc, le but est de réduire les trajets également de collecte. C'est pour ça qu'on rayonne autour de 30 km autour de Vedène. Et notre compost produit, nous allons bientôt démarrer un partenariat avec une association locale pour qu'ils puissent utiliser le compost directement sur leur terre. Voilà. Que fait cette association, juste pour terminer peut-être ton point? Elle fait de la réinsertion d'emploi par du maraîchage. Super. Merci. Je, Autre voilà, je sais chose? pas, pour moi c'est bon. Vous avez les coordonnées sur l'autre slide. Oui. Et si vous avez des questions, je suis disponible. Eh bien, Francis, tu collectes l'hôtel Le Crayon, C'est ça. qui est là, Donc, j'imagine que c'est mon tour. qui Vous va en m'entendez? témoigner. Vous m'entendez? Oui. Oui.
Ah oui, alors bonjour à tous. Donc je suis Lamine Galou, donc je suis responsable économe à l'hôtel Crillon-le-Brave. Donc l'hôtel Crillon-le-Brave, qui est un hôtel saisonnier de 34 chambres, donc qui offre des services de restauration pour notre clientèle hôtel, aussi bien que pour notre clientèle extérieure. Donc voilà, donc je vous partage en quelques minutes notre expérience sur la mise en place du tri des déchets alimentaires. Alors, donc nous avons mis en place le tri des biodéchets en mai 2023. Si je ne me trompe pas, Francis, c'est ça? Bien 2023, ça. je crois que notre collaboration a démarré. Donc, dans une démarche à la fois environnementale et réglementaire. Donc, l'objectif était de réduire la part des déchets de mélange et de valoriser au maximum la matière organique issue de nos cuisines. Donc, cette initiative s'inscrit dans la continuité de nos engagements RSE. Donc, je suis étant moi-même référent RSE de l'établissement, mais aussi dans une volonté concrète de sensibiliser nos équipes à l'impact de leurs gestes au quotidien. Donc, nous avons choisi de collaborer avec Ventoux Compost, qui assure la collecte et la valorisation des biodéchets sous forme de compost. Alors, donc là, la collecte est assurée sur une fréquence de 3 fois par semaine. Donc, notre prestataire qui nous transmet également un suivi des volumes collectés via une plateforme en ligne, comme vous pouvez le voir sur la slide. Depuis le début de la collaboration, nous avons, Ventoux Compost a collecté 42,8 tonnes, donc 43 tonnes de biodéchets, qui a permis de produire 8,6 tonnes de compost produit et qui a permis de fertiliser 2853 mètres carrés de terrain. Alors donc, J'ai passé la suivante. oui. Oui? Alors, Ok. dès le départ, nous avons souhaité que le tri soit simple et intégré dans les gestes de travail. Les bacs de tri de couleur marron ont été donc placés directement dans les postes de production, donc à la plonge, dans les zones de préparation et au service du petit déjeuner. Comme ça, les chefs de rang, quand ils reviennent avec les assiettes des clients, donc ça permet de mettre directement les denrées collecter les denrées dans les bacs. Alors, le principal enseignement, c'est que l'adhésion du personnel est essentielle. Donc, avec un peu de pédagogie et de retour régulier, les équipes sont aujourd'hui fières de contribuer à une démarche durable et concrète. Notamment, nous sommes candidats pour une labellisation clé verte dans les critères, enfin, dans un des critères obligatoires et de prouver que l'hôtel fasse bien respecte bien le circuit du tri sélectif, que ce soit sur les denrées alimentaires ou sur le plastique ou le papier, entre autres. Alors, Et vous disiez aussi qu'il y a une réduction des déchets collectés par la COF, c'est le bénéfice financier peut-être? oui, tout à fait. Oui, bah, c'est effectivement, donc c'est très bien de souligner, c'est que ça a permis quand même de réduire la part de la redevance pour les ordures ménagères. Oui, donc nous avons constaté une réduction nette du volume de nos déchets non valorisables et une meilleure maîtrise de nos coûts de traitement, entre autres. Donc du positif? Que du positif, tout à fait. Oui. Donc voilà, surtout la satisfaction de savoir que nos biodéchets sont désormais transformés en ressources, compost et énergie. Est-ce que l'adhésion du personnel a été dès le départ ou il y avait des réticences qui se sont effacées suite à la sensibilisation? Nous avons quand même rencontré quelques contraintes, notamment dans la gestion des odeurs, entre autres, et le manque d'espace de stockage. Mais l'ajustement et l'organisation de la fréquence de collecte, nous avons pu maîtriser quand même le processus. Après, bien évidemment, c'est tous les ans, il faudra avec les nouveaux arrivants parce que nous fonctionnons beaucoup avec des saisonniers. C'est pour ça que nous comptons sur la pédagogie d'Isabeau et de Francis de venir avant le début de chaque saison pour former le personnel sur le respect du trait sélectif. Mhm. Bon, c'est pas toujours gagné, mais
Ça peut être spécifié dans l'offre d'emploi euh, Ah oui, en non, 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 particulier. c'est une bonne idée d'intégrer justement dans les Oui, fiches de poste de oui. nos salariés. Mais bon, après, de toute façon, c'est un combat au quotidien, hein. Je pense que Francis, je ne sais pas si vous avez remarqué une amélioration, mais c'est vrai que les 2 premières années, peu compliqué parce que bon voilà, donc on peut trouver du tout n'importe quoi, des opercules de yaourt, des Oui, petits déchets il y a qui une, n'ont rien à voir en fait avec, avec il y a la eu une nourriture. nette amélioration et de plus, on arrive à... le fait qu'on vous envoie les photos d'indésirables, on voit que Oui, vous êtes vous sensibilisez, vous relancez les équipes et on voit une nette amélioration à ce niveau-là. oui, tout à fait. Donc on essaie quand même de faire un suivi derrière et pour qu'il n'y ait pas de négligence et que, vous savez, donc avec les saisonniers, comme j'ai expliqué tout à l'heure, c'est Mm. qu'il y a vite un relâchement de bonne volonté, mais voilà, derrière, donc nous, on essaie vraiment de sensibiliser le personnel. Et depuis cette saison, nous avons mis en place une gratification du nom de l'employé RSE. Donc, on encourage nos employés à, à mieux, à, à mieux trier les déchets à la clé une gratification sous forme de l'employé RSE avec des bons de cadeaux, et des remises sur les brunchs, voilà, des choses comme ça. À la fin de l'année, vous voulez dire Non, non, que tous les puis mois, donc il y a le bilan l'employé chaque RSE qui a été mois. élu. Et, ok, Voilà. oui, oui. Voilà, voilà. Merci. Je vous en prie. Nous avons terminé et on peut passer aux questions, aux échanges discutés. Euh, donc, je vais peut-être arrêter le partage et on se retrouve en... Alors oui, il y a eu 3 questions dans le chat. Ouais. On peut les prendre une par une si ça vous va. Et n'hésitez pas à lever la main pour intervenir directement si vous avez des questions que vous n'avez pas écrites. Du coup, d'abord, il y avait Adèle Roring, pardon si j'écorche le nom, qui demandait si le nombre de collectes était augmenté en période estivale chez Yuka. Alors, oui, est-ce que c'est possible juste d'avoir où ces personnes travaillent, enfin avoir le contexte? Juste... Désolé, hein, mais c'est important aussi. Si Adèle, vous voulez bien ouvrir le micro et vous présenter. Est-ce En que vous attendant, je peux m'entendez? répondre sinon. Bonjour. Bonjour. Je suis désolée, j'ai pas de caméra sur mon ordinateur. Moi, je suis pas de la région. En fait, je suis à Aix-les-Bains, en Savoie, et je travaille du coup pour l'agglomération d'Aix-les-Bains. Nous, on propose une prestation pour les plus petits producteurs de déchets alimentaires. Et on augmente la fréquence de collecte. On passe de 2 collectes toute l'année à 3 collectes en été. Et voilà, c'était pour savoir, j'aime bien faire un peu un tour d'horizon pour voir les pratiques un peu aux différents endroits pour s'adapter aussi. Ok. Écoute, ben, comme toi, au final, enfin comme vous, nous on est sur 1 à 2 collectes par semaine toute l'année, et après on est entre 2 et 3 en période estivale. Après, ça dépend aussi de la distance des clients pour pas se retrouver à avoir des factures trop importantes pour nos clients. Donc on essaie toujours de composer avec tous les éléments pour que tout le monde puisse s'y retrouver. Sur le petit restaurateur qui a un gros volume et qui a peu de place de stockage l'été, notamment nous chez Ali sur la Sorgue. Il y en a certains chez qui on passe 3 fois. Et après, ceux qui peuvent stocker, on reste en 2 fois, puisqu'on est quand même, nous, sur des contenants hermétiques, sur les restaurateurs de centre-ville. Donc, au niveau des nuisances, il n'y en a pas, même si on reste en 2 fois par semaine. Et même certains qu'on garde en 1 fois par semaine, même l'été, puisqu'on est sur du contenant hermétique où ils n'ont pas de problème de nuisance. Donc voilà, après on fait vraiment au cas par cas et ça dépend. Voilà, il y en a avec qui on va commencer l'été en 1 fois ou en 2 fois par semaine et qui au final au cours de l'été on va passer en 3 fois parce que plus de production de déchets, parce que plus de monde que prévu ou parce que moins de place de stockage. Après on est quand même assez flexible donc voilà. OK, ça Mais je marche, pense qu'on merci. fonctionne de la même manière. Ouais, à peu près, ouais.
Ensuite, il y avait Cécile Bigou, si vous voulez ouvrir votre micro pour vous présenter également, qui demandait, je pense à Ventoux Compost, si ce sont les jardins de Cocagne, l'association de réinsertion par le travail avec qui il travaille. Oui, bonjour. Oui, effectivement, nous, on a commencé une expérimentation de collecte dans le nord-est toulousain. On collecte des invendus d'un supermarché et d'une fleuriste. On va demander l'agrément sanitaire cet hiver. Et on avait effectivement rencontré les jardins du Giroux qui font partie du réseau Cocagne. Donc, on sait que sur d'autres territoires, il y a eu un partenariat avec cette structure. Donc, je voulais savoir si c'était la même. Alors, ils font partie effectivement du réseau de Cocagne. Ouais, Voilà, après, ils sont sur Avignon. d'accord, ok. Donc, ouais, c'est bien de savoir qu'il y a des choses qui existent et qui fonctionnent et que du coup, on peut s'appuyer aussi sur les mêmes exemples sur Bien le sûr, territoire. Merci. de rien. C'est comme ça pour l'instant. Et il y avait une troisième question de Thomas P, qui pourra peut-être donner son nom entier. Pour les prestataires de collecte, quelles sont les conditions d'obtention de l'agrément sanitaire et doit-il être renouvelé? Oui, bonjour. Euh, Bonjour Thomas. Oui, vous m'entendez? Oui, oui, ouais, j'avais une question. Voilà, moi, je suis en région Pays de la Loire. Je suis guide composteur et j'ai travaillé, voilà, notamment sur la collecte des biodéchets sur Angers. Et là, je réfléchissais à un projet de collecte à vélo, mobilité douce sur mon territoire à moi. Du coup, j'avais pas mal de questions et celle de l'agrément sanitaire notamment. Voilà, c'était en synthèse un peu quels sont les points vérifiés, les étapes et est-ce qu'il doit être renouvelé. Voilà, est-ce que c'est compliqué? Enfin voilà, c'était un peu avoir des éclaircissements là-dessus. Voilà, je vous remercie. Je vais prendre la parole en premier avec Hugo et après je laisserai Francis compléter. Les points les plus importants, c'est déjà de lire bien attentivement les règlements, donc le règlement CE, qui sont indissociables de l'agrément sanitaire, des agréments sanitaires concernant le compostage des produits animaux C3. Donc, c'est le règlement CE en premier qu'il faut bien lire, bien prendre conscience de ce qui est écrit dessus, de ce qui est vraiment demandé, parce que c'est, on va dire, c'est la Bible, hein, tout va partir de là. Et ensuite, il y a 2 arrêtés ministériels en France. Alors, les dates exactes, je ne saurais pas vous dire, je crois qu'il y en a un du 8 novembre et il y en a un peu plus récent, je crois, du 9 avril. Donc déjà, premièrement, c'est bien lire toute la réglementation en tout premier, bien comprendre qu'est-ce qui est attendu, qu'est-ce qu'on a le droit de faire, à combien de mètres on doit se situer des dernières habitations, des derniers établissements recevant du public ou du dernier point d'eau, etc. Et ensuite, un petit peu plus en profondeur, il y a des guides, il y a des guides sur Internet qui sont disponibles pour savoir qu'est-ce qui rentre à l'intérieur là-dedans, mais ce qui est le plus commun d'avoir, c'est forcément une présentation du site, sens de circulation à l'intérieur du site et ce qu'on appelle un plan de maîtrise sanitaire. Donc, voilà, développer l'intégralité de vos activités, de nos activités, et d'écrire à chaque fois, voilà, et de décrire à chaque fois comment se passe l'activité exactement, et comment on réduit au maximum tous les risques d'infection entre diverses parties du site ou alors entre le compost produit et les produits avenants. Après, c'est un joli travail, c'est un gros travail à mener. C'est indispensable pour nous parce que c'est notre permis de travailler. Il y a des entreprises qui se proposent souvent pour le faire ou pour le monter. Je déconseille pour l'instant. Je déconseille, mais c'est notre expérience à nous et notre voie à nous. Et qu'il y a très peu encore de bureaux d'études qui sont spécialisés dans ce type de dossier-là. Ce pas des dossiers insurmontables, mais c'est costaud. Et avant de donner, voilà, je ne sais quelle somme à un bureau d'études jour pour vous aider, vaut mieux s'y creuser tout seul et aller chercher en premier d'abord dans les réglementations et ensuite les guides qu'il y a sur Internet. Yes. Et après, pour compléter ce que dit Hugo, Thomas, parce que j'ai vu la suite de ta question. euh, alors, non, c'est pas renouvelé, enfin, c'est renouvelé sur les provisoires, mais une fois que tu obtiens l'agrément définitif, ensuite, c'est des contrôles, en fait, comme n'importe quel restaurant qui va avoir son plan de maîtrise sanitaire et qui va être voilà, contrôlé par les services sanitaires. Ben, nous, c'est la même chose. Si demain, on se lève, on arrive sur notre plateforme de compostage, ben, c'est possible qu'il y ait la direction départementale qui vienne et qui nous contrôle le site
pour voir si on est en règle et si on a bien respecté tout ce qu'on avait dit à l'époque. Ils peuvent le faire demain, comme dans un an, comme dans 2 ans, comme dans tous les 2 mois. Enfin, après, ça dépend. C'est service d'hygiène comme pour un restaurant classique, en fait. À partir du moment où on traite avec ces denrées organiques-là, voilà, on est soumis à contrôle et surtout à voilà, bien vérifier que toutes les règles sanitaires soient bien mises en place et tous les protocoles soient bien mis en place. Mais c'est un peu long. Enfin, c'est assez long quand même dans l'ensemble. Il faut compter une belle année, une grosse année, ouais, à peu près. Une grosse année entre le premier envoi de dossier et l'agrément définitif. À peu près, je sais pas, c'est notre expérience, mais c'est à peu près ça, je pense. Mais ça dépend de la vitesse à laquelle tu vas, la vitesse à laquelle tu fais les modifications qu'ils te demandent. Enfin, ça dépend de beaucoup de choses. Puis ça dépend des DDPP aussi. Il y en a qui sont plus flexibles que d'autres aussi. Voilà. Ok, Et puis merci. tu peux demander notre numéro où on pourra rester en contact si tu veux plus d'informations. N'hésite pas à nous appeler. Ok, ça marche. Bon, je vous remercie. Avec plaisir. Merci. On a une question, est-ce qu'il faut un tracteur pour composter? Karine. Donc, Karine, moi, je suis chargée de mission compostage à Ouest Aveyron Communauté. Non, mais vraiment, je me demande comment vous faites pour gérer autant de compost, tout simplement. Je sais pas si Francis veut répondre ou si on enchaîne, parce qu'on parle tout le temps, sinon non. Ouais, allez-y, je vous en prie, hein. Allez, vas-y, Francis. Combien y a-t-il de restaurateurs sur le webinaire, en fait? Parce que si enfin, on est là aujourd'hui pour échanger avec les restaurateurs, leur apporter une solution sur le territoire, Oui, mais on et a aussi des pas chargés pour de créer mission des, qui sont des, intéressés. des plateformes de compostage. Alors, bon, ça dépendra de la configuration, si c'était sur un terrain, si tu es à l'intérieur, pour répondre à ta question au niveau du tracteur. Mais après, voilà, chacun a sa méthode. Euh, Puis voilà, enfin, je sais pas quoi répondre. Est-ce qu'il y a des restaurateurs en fait? J'ai vu au tout début de la connexion, il y avait écrit restaurateur comme nom, mais ça a disparu. Peut-être c'est l'un de vous qui s'est renommé. Marie-Hélène, D'accord. qui représente le syndicat des restaurateurs du Vaucluse. Merci d'être là. Mais en effet, ça va dépendre des volumes et des quantités. Et même s'il y a beaucoup de volumes, ils peuvent être scindés en plus petits volumes et travailler soit au petit godet, à la fourche. Il faut être vachement Peut-être à la musclé. fourche, au mini-pelle, tracteur, il y a plein de solutions Et pour traiter des on peut aussi travailler biodéchets. en bac. Il peut y avoir Et des en bac plateformes où également, on travaille en bac et donc à la tout à fourche. fait. Donc ça dépend. Après, sur un énorme andin, on peut avoir un retourneur d'andin, mais là, on est sur du gros, quoi. Mais peut-être que Marie-Hélène, vous auriez des choses à nous faire remonter de la part euh, des restaurateurs? Des questions? Des interrogations? Bonjour. Bonjour. Oui. Vous On vous m'entendez? écoute. Oui. Oui, on vous entend. Ben moi, la problématique qui me vient à l'esprit, c'est le stockage, surtout. Le stockage, vous avez parlé d'odeur aussi tout à l'heure, parce que ça ne doit pas être évident, et surtout avec les températures qu'on a l'été. Donc moi, c'est là où j'ai un peu de mal à me projeter. Francis, tu peux apporter un retour sur cette question de ta relation avec les... Excusez-moi, j'ai mal entendu, il y a les camions qui sont sur le Une parking. inquiétude du stockage des biodéchets dans l'attente de la collecte et les possibles odeurs. Bah, ça dépend effectivement du local poubelle que vous disposez, enfin, où les restaurants disposent. Et les Après, restos. il faut s'adapter et et ça reste des bacs fermés quand même. Au niveau des odeurs, ben oui, effectivement, il y a des odeurs. Si vous, en Parce que la fonction des... problématique des restaurateurs, c'est surtout des restaurateurs centre-ville. Ils n'ont pas de local à poubelle, hein. Ils ont que la cuisine, La vous allez dire. majorité des restaurateurs, je Alors, parle tous des centres-villes, ils n'ont pas de local à poubelle, hein. Malheureusement, il n'y a pas de solution miracle aujourd'hui au niveau des odeurs. Il faut multiplier les fréquences par semaine de collecte. D'accord.
Est-ce qu'un caisson réfrigéré ou un frigo enfin, du coup, réfrigéré pourrait répondre est-ce que vous avez, à ce problème? Est-ce que vous, les deux collecteurs qui êtes présents, vous avez déjà Alors, ce cas de euh, figure sur un restaurant qui moi, investit dans un frigo pour stocker ses biodéchets, éviter pour ses odeurs? répondre, en fait, c'est comme on le disait tout à l'heure, nous, on est sur des contenants hermétiques chez les restaurateurs de centre-ville, mais vraiment hermétiques pour le coup. Donc, une fois la journée terminée, le seau, ils le ferment hermétiquement et ils n'ont aucun problème d'odeur. Après, bien sûr, s'ils ferment mal le seau, ils peuvent avoir des problèmes d'odeur. Mais ça, après, nous, enfin, c'est pas de notre faute, c'est pas de notre fait. Mais en tout cas, là, on a des restaurateurs qui nous font beaucoup de seaux à la semaine sur la période estivale où il fait très chaud et on n'a eu aucun retour cet été négatif par rapport aux nuisances olfactives. Donc, plus au niveau du stockage pour les petits restos, c'est un peu serré, on a de tout, sincèrement, on a de tout. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, voilà, il y en a certains qui ont dû modifier un tout petit peu leur PMS. Il y en a qui ont voilà, réservé des coins de frigo, de chambres réfrigérées à un certain endroit pour les laisser là plus longtemps pour éviter un passage supplémentaire. Il y en a qui ont réquisitionné, qui ont vidé les dessous de table et les dessous de plan de travail pour pouvoir mettre les seaux et les stocker en attendant. Puis c'est toujours pareil, ça va être une question du volume, du volume du restaurateur et la place qu'il va avoir. Et ensuite, de toute façon, on trouve toujours un moyen de pouvoir le faire, surtout derrière quand il y a un avantage forcément économique et que c'est pour ça qu'on le fait. On trouve toujours un moyen de pouvoir récupérer les biodéchets et de pouvoir mettre en place ce service proprement. Voilà. Et des fois, il y a peut-être voilà, des petites modifications à faire et dans le parcours et dans le processus de tri classique des déchets chez le restaurateur, c'est même obligatoire, c'est tout le temps. Mais les restaurateurs sont d'accord pour ça. Ah ben oui, et C'est nous, le oui. mettre en place qui est compliqué. Ah non, Ouais, ouais, nous, exact. on n'impose rien. Après, Oui, 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 mais des solutions, et il y en a quand même pas mal. En général, quand on pose la situation, en arrivant chez un restaurateur, quand on pose la situation de voilà, comment est agencée la cuisine, comment sont agencés les stocks, quels sont les parcours des serveurs et ou maîtres d'hôtel et ou dirigeants ou cuisiniers dans le restaurant, on arrive à retrouver des espaces ergonomiques et des endroits de rangement ou des endroits de stockage dans le restaurant. Des fois, voilà, il y a des restaurants, chez nous, sur la Sorgue, qui sont très serrés. Il y en a certains qui sont très serrés. Il y en a certains enfin, qui montent des escaliers. Il n'y a pas d'ascenseur. Hein, c'est des escaliers qui sont un peu faits pour monter du matériel. Voilà, en général, on s'applique à trouver le processus à l'intérieur du restaurant le plus simple, le plus facile et le plus ergonomique possible. Oui, c'est le travail des collecteurs de voir avec les restaurants collectés comment mettre en place le tri. Et ça fait partie de, j'imagine, leur diagnostic, leur travail préalable avant la collecte. Au moins, derrière, en fait, nous, l'objectif, quand on met en place notre service, c'est qu'il soit bien mis en place dès le départ. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte, mine de rien, que pas sur tous les établissements. Il y avait beaucoup d'établissements où quand le dirigeant il met ça en place dans son établissement, ben, il y en a certains de la cuisine, des serveurs qui n'ont pas envie de le faire, ou ça va changer leurs habitudes, etc., etc. Donc si on passe pas tout ce temps en amont avec eux pour bien mettre en place le service dès le départ, ben, on va se retrouver, nous, automatiquement, à avoir des problèmes très rapidement avec le restaurant et perdre en qualité de service. Parce que le restaurant, il va nous dire oui, mais là, on les a stockés ici, c'est pas le bon endroit, fallait pas faire ça là. Les serveurs, ils vont commencer à plus vouloir trier, ils vont nous mettre nous, des refus de tri, du plastique, etc., dans les seaux, dans les poubelles. Et en fait, ça fait un effet boule de neige. Donc, dès le début, on valide bien tout avec tout le monde, on essaie de trouver l'emplacement idéal. Après, voilà, il y a certains restos où c'est très petit et automatiquement, ben, oui, on augmente un peu le nombre de passages, plus pour la place que pour les nuisances. Pascal? J'ai coupé mon micro, excusez-moi. Effectivement, les restaurants de centre-ville, c'est toujours le problème. Le problème, c'est la place. Ce que j'ai pu observer, c'est que on voit certains restaurateurs qui se groupent pour trouver en ville, dans leur centre-ville, dans le centre dense, un local où ils sont plusieurs à mettre leurs déchets sur ce même endroit. Et ça permet effectivement du stockage. Parce que c'est vraiment, vraiment un des gros soucis. Je veux dire, en centre-ville très, très serré, ils n'ont pas de place. C'est clair. Donc c'est très, très compliqué. La location à plusieurs restaurants d'un lieu commun permet de faire ces collectes plus facilement. Bonne idée. Est-ce que d'autres commentaires ou questions?
En effet, on va le partager tout azimut pour que ce webinaire arrive dans les ordinateurs des gestionnaires de restaurants et des économes comme Monsieur Gallou. Est-ce que vous avez des commentaires Moi, j'ai une question, mais j'ai peur de me faire encore. Non? Allez-y, Karine. Bon, moi, cette histoire de redevance, clairement, économiquement, comment on arrive à leur expliquer qu'ils vont gagner de l'argent, les restaurateurs? Moi, c'est ça qui me. Est-ce que réellement ils gagnent de l'argent? La redevance doit être pensée pour que plus le tri est fait, plus toutes les fractions des déchets produits sont triées, plus cette redevance est faible. Si en effet elle n'est pas Mais est-ce pensée que comme c'est réellement le cas? En fait, si je peux me permettre Oui, Marie. pour la région, la redevance, en fait, c'est une question à se poser en se disant, est-ce que le coût du déchet du professionnel, il doit peser sur les citoyens ou il doit peser sur les professionnels? Tant que vous n'avez pas de redevance spéciale et que vous collectez les déchets des professionnels, vous faites payer aux citoyens, aux individus, le coût des pros. En fait, c'est là hein, que vraiment ça se résume. Et c'est comme ça, je pense qu'il faut l'aborder. Plus on trie, plus la redevance peut être limitée, mais la réalité, c'est que c'est quelqu'un d'autre qui paye pour ces déchets. Donc voilà, je pense que c'est plutôt sur cet angle-là, ils ne gagneront pas d'argent. Aujourd'hui, avec les déchets, on ne gagnera pas d'argent. On peut essayer de ne pas trop en dépenser en adoptant des solutions le plus possible en proximité. Mais je pense que vous ne pouvez pas trop l'éviter, en fait. À un moment donné, il y a quelqu'un qui paye pour ces déchets. Donc nous, je pense pas, ouais, je pense pas que vous pourrez leur amener en leur disant la redevance spéciale va vous amener quelque chose de positif. Elle va amener quelque chose de positif aux citoyens dont les impôts Je vont me pas suis servir peut-être pour les mal pros. exprimée. Nous, on a une redevance spéciale qui est déjà installée, mais D'accord. pour les convaincre de composter, en leur disant ça va. Est-ce que réellement ça va faire baisser la redevance spéciale? Non. Par Enfin, contre, ce que vous pouvez utiliser, c'est le règlement de collecte. C'est là que, en fait, c'est de dire qu'à un moment donné, alors il y a des collectivités qui le font, hein, qui disent, bah, vous les connaissez peut-être, hein, le Briançonnais travaille pas mal comme ça. Quand ils voient qu'il y a un point qui est un peu problématique, au début, ils commencent par de la sensibilisation. Si vraiment ça passe pas, ils font des caractérisations sur place, un peu sauvages, hein. Mais à un moment donné, de sortir la poubelle et de dire, voilà, en fait, là-dedans, il y a pratiquement que du valorisable. Donc, du coup, si ça ne change pas, on arrête de vous collecter. Et du coup, vous ferez appel à un service de collecte qui va vous obliger à trier parce qu'aujourd'hui, ils ne veulent pas tout prendre en vrac. Ou alors sinon, ils le font, mais ça coûte beaucoup d'argent. Si Oui, vous mais avez déjà nous, la redevance et s'ils ne nous, trient on fait pas, plus de collecte. On fait la redevance, on fait plus de collecte. C'est-à-dire que c'est des points d'apport volontaires. Donc, ils vont directement dans les points d'apport volontaires, ils les remplissent, quoi. On peut pas les fliquer. Donc, c'est pas facile de les convaincre parce que finalement, il y a pas de collecte. ouais, peut-être en PAV, mais Briançonnais aussi. En fait, ça dépend ils arrivent à identifier. En fait, le truc des caractérisations un peu sauvages, c'est qu'on se rend vite compte d'où ça vient le déchet. Bon, ça dépend. Mais typiquement, quand une boulangerie vous remplit un PAV, vous allez vite retrouver qu'en fait, c'est la boulangerie qui est à côté. Mais effectivement, hein, ça demande, c'est un peu du travail au point par point, si vous voulez. Bah, je pense, ceux qui ont le plus travaillé là-dessus en région, je pense que c'est les Briançonnais. Si vous voulez les contacts, on peut vous les passer. Mais enfin, voilà, Merci. c'est pas gagné. Après, il faut travailler sur l'intérêt que ça a pour. C'est la création de Mais est-ce que. l'écosystème, en fait. D'accord. Pardon, On excusez-moi, ne je peut vous ai pas leur dire interrompu. ça va baisser la redevance spéciale, on est d'accord. Dans une situation économique différente, peut-être, mais là, franchement, ça peut peut-être éviter de l'augmenter. Ouais, je crois qu'on est plus là-dessus, en fait. Mais bon, après, ça dépend je connais pas votre collectivité, sa situation économique, mais on est plus sur une limitation que sur. Oui, ça entraîne pas mal de questions. On a dépassé assez largement le temps que l'on s'était donné. Pour pas vous prendre ce temps, est-ce que certains ont une dernière question ou un mot de la fin? Bah, je peux Alors, peut-être
donner un mot de la fin, non, juste remercier tous Allez. les participants. Et puis, ce webinaire, comme on l'a dit, sera retrouvé sur notre site internet. Donc, comme ça, si d'autres restaurateurs ont loupé le coche, ils pourront aussi le visionner en replay. Et c'est ça qui était intéressant pour nous. Et puis, sachant qu'on a aussi la deuxième session de jeudi à 16h. Oui. Ou à 16h, on aura le témoignage d'un parc d'attractions, le parc Spirou, qui à la fois composte sur place et à la fois se fait collecter, et possiblement une représentante de l'UMIH des Hautes-Alpes, qui, elle, apporte ses biodéchets sur un grutable. Merci à tous. Merci. Bonne fin de journée. Au revoir.